Il pèse 1150 kg. C'est le nombre inscrit dans les registres de l'usine, le nombre que les concepteurs calculèrent sur leur table à dessin à Gorky à l'automne de 1941. Et c'est ce nombre qui détermina tout ce qui suivit. Parce que 1150 kg sont suffisamment légers pour que 4 hommes puissent le soulever au-dessus d'un fossé. Suffisamment léger pour être traîné à la main à travers la neige lorsque les chevaux sont morts, suffisamment léger pour être hissé dans un escalier et tiré depuis une fenêtre du 2e étage d'un bâtiment en flammes. Le canon mesure 3,5 mètres de long et son âme possède un diamètre de 76 mm. Le mécanisme de culasse est semi-automatique, ce qui signifie que l'étui usé est automatiquement éjecté lors du recul et que la culasse se rouvre, prête pour le coup suivant, et un équipage entraîné opérant dans des conditions idéales peut faire passer 15 coups ajustés dans ce tube toutes les 60 secondes. L'affût à flèche écartée se replie jusqu'à une voie étroite qui permet au canon d'être remorqué à des vitesses routières. Le bouclier est constitué de 4 mm d'acier trempé, ce qui arrête les tirs de fusil et les éclats d'obus, et se révèle totalement inutile contre un projectile anti-char. Mais il n'est pas là pour arrêter un projectile anti-char. Il est là pour arrêter les choses qui tuent réellement les servants de canon au combat, les milliers de petits projectiles qui remplissent l'air autour d'une position d'artillerie soumise au feu. L'ensemble repose suffisamment bas sur le sol pour qu'un équipage puisse le pousser derrière un mur, derrière un bâtiment en ruine, derrière un léger pli du terrain, et entre les bonnes mains, sur le bon terrain, avec les munitions appropriées chargées, il devient quelque chose que les tankistes allemands qui le rencontrèrent pour la première fois durant l'hiver de 1941 eurent du mal à décrire avec précision dans leur rapport d'après-action. Ils le qualifièrent de rapide, ils dirent qu'il était partout. Ils affirmèrent qu'il était impossible à trouver avant qu'il n'ait déjà tiré. Ils dirent qu'il détruisait des chars qui n'étaient pas censés pouvoir être détruits. Le canon est le ZIS-3, le canon divisionnaire de campagne de 76 mm modèle 1942. Et lorsque la guerre prendra fin, il sera la pièce d'artillerie la plus produite de l'histoire de l'Union soviétique. Plus de 103 000 exemplaires fabriqués en 4 ans. Il servira sur tous les fronts où combat l'armée rouge, dans tous les climats, depuis les approches arctiques de Mourmansk jusqu'aux marais subtropicaux du Kuban. Il détruira davantage de véhicules blindés allemands que n'importe quel autre système d'armes soviétique au cours des 2 premières années suivant Stalingrad. Ses équipages ne lui donneront aucun surnom glorieux. Ils l'appelleront le grand frère de la Sorokopiatka, ou simplement le 76, ou parfois, dans le langage abrégé et froid d'hommes qui vivent assez longtemps avec un équipement pour le comprendre complètement, simplement Ona, elle. Les Allemands, en revanche, lui attribueront plusieurs noms, dont la plupart ne peuvent être imprimés, et celui qui survivra dans les archives historiques est celui que les équipages de chars de la Wehrmacht forgèrent après des rencontres au cours desquelles le canon démontra, au-delà de tout doute raisonnable, ce qu'il pouvait faire au blindage qu'on leur avait dit invulnérable. Tueur de bêtes. L'histoire de la manière dont un canon acquiert un nom pareil n'est pas simplement une histoire de métallurgie et de balistique, même si elle est également cela. C'est l'histoire d'un pays qui perd une guerre de manière si catastrophique, durant l'été et l'automne de 1941, que les hommes chargés de concevoir ces armes n'ont pas le temps pour les commissions, pas le temps pour les essais, pas le temps pour les procédures institutionnelles qui transforment un concept en ordre de production dans un pays qui n'est pas en train d'être détruit. C'est l'histoire d'un seul ingénieur qui prend une décision contredisant ses supérieurs, qui construit malgré tout le canon, qui manque d'être arrêté pour l'avoir fait, et dont le canon sauve ensuite une armée. C'est l'histoire des hommes qui le servent, les pointeurs, les chargeurs et les canonniers anonymes qui ont presque entièrement disparu des archives historiques, qui combattirent dans des conditions si extrêmes que les canons gelaient et que les équipages brûlaient leurs manteaux afin de garder les munitions suffisamment chaudes pour tirer. Et c'est l'histoire de ce qui se produit lorsqu'une arme d'une qualité exceptionnelle arrive entre les mains de soldats qui ont appris, au prix de souffrances catastrophiques, exactement comment l'utiliser. Pour comprendre pourquoi le ZIS-3 est important, il est nécessaire de comprendre à quoi ressemble la situation de l'artillerie soviétique durant l'été de 1941, ce qui signifie qu'il est nécessaire de comprendre un désastre. L'opération Barbarossa commence le 22 juin 1941, le long d'un front s'étendant de la mer Baltique à la mer Noire, sur environ 3000 km. La Wehrmacht et ses alliés engagent plus de 3 millions d'hommes, 3000 chars et 7000 pièces d'artillerie.
Ils découvrent une armée rouge qui les surpasse dans presque toutes les catégories d'équipement. Davantage de chars, davantage d'avions, davantage d'artillerie, et qui se trouve néanmoins paralysée, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le matériel. Le corps des officiers a été décimé par les purges de Staline de 1937 et 1938. Les réseaux de communication s'effondrent dans les premières heures de l'assaut lorsque les avions allemands détruisent les centraux téléphoniques et les bâtiments des états-majors. Des armées entières sont encerclées et détruites avant même de pouvoir organiser une réponse cohérente. La force blindée soviétique, qui est sur le papier la plus importante du monde, perd 2000 véhicules durant la première semaine, non principalement à cause des tirs anti-chars allemands, mais à cause des pannes mécaniques, des pénuries de carburant, des équipages qui n'ont reçu que 30 heures d'entraînement sur des machines qui en exigent 300, et du simple fait qu'une force aussi gigantesque ne peut être dirigée de manière cohérente lorsque sa structure de commandement a été systématiquement assassinée. L'artillerie survit mieux que les chars, dans un premier temps, parce que l'artillerie ne se déplace pas aussi rapidement et que les batailles d'encerclement qui détruisent les formations mécanisées soviétiques permettent parfois aux unités d'artillerie de s'échapper à pied. Mais ce qui s'échappe, dans la plupart des cas, ce sont les canons eux-mêmes et non les équipements nécessaires à leur fonctionnement. Les camions, les chevaux, les stocks de munitions, les équipements de communication, les instruments de conduite du tir. À l'automne de 1941, l'armée rouge se reconstruit à partir d'une position qui n'est pas simplement affaiblie, mais structurellement brisée, et l'artillerie dont elle dispose est un mélange déroutant de calibres, dont certains remontent à la Première Guerre mondiale, avec des munitions incompatibles, des pièces incompatibles, une doctrine incompatible et une base industrielle qui tente simultanément de se déplacer au-delà des monts Oural afin d'échapper à l'avance allemande. C'est dans ce contexte que Vassili Grabine prend sa décision. Vassili Gavrilovitch Grabine a 41 ans en 1941. Il est né en 1900 dans le Kouban, le cœur agricole du sud de la Russie, dans une famille aux moyens modestes, et il a passé toute sa vie adulte dans l'industrie de défense soviétique, gravissant les échelons d'un système qui récompense à part presque égale la fiabilité politique et les chiffres de production. En 1934, il est le concepteur en chef de l'usine numéro 92 à Gorky, la ville industrielle de la Volga, qui deviendra l'un des plus importants centres de fabrication d'armes de toute la guerre. Grabine n'est pas un théoricien. Il est un ingénieur, au sens le plus pratique du terme. Un homme qui comprend ce qu'il advient d'un projet de canon lorsqu'il se heurte aux réalités de la production de masse, de la main-d'œuvre non qualifiée, des matières premières qui arrivent dans des qualités et des quantités inadéquates, des conditions d'assemblage qui ne ressemblent en rien à l'environnement contrôlé d'un bureau d'études. Il a déjà conçu le F-22, un canon divisionnaire de 76 mm introduit en 1936, ainsi que le F-22 USV, une version améliorée introduite en 1939. Les deux sont des armes efficaces selon les critères de leur époque. Les deux sont également plus complexes qu'ils ne devraient l'être, plus coûteux qu'ils ne devraient l'être, et plus difficiles à fabriquer dans les quantités qu'exigera une guerre de cette ampleur. Le F-22 USV nécessite environ 1000 heures machines pour être produit dans une installation entièrement équipée. Grabine comprend, avec une clarté que les comités officiels de production ne partagent pas encore, que ce chiffre deviendra catastrophique lorsque les usines commenceront à perdre leurs ouvriers qualifiés au profit de la conscription et leurs machines-outils dans le chaos des évacuations. Il commence la conception d'un nouveau canon au début de l'année 1941, avant l'invasion allemande. Le concept est suffisamment simple à énoncer et extraordinairement difficile à réaliser. Reprendre les caractéristiques balistiques du F-22 USV existant. Lame de 76 mm, les mêmes munitions, la même vitesse, la même capacité de pénétration, et les intégrer dans un affût pouvant être fabriqué en 2 fois moins de temps, par des ouvriers possédant 2 fois moins de formation, dans des installations disposant de 2 fois moins d'équipement. Supprimer chaque composant qui existe davantage pour l'élégance que pour la fonction. Éliminer chaque opération d'usinage qui sert la précision sans améliorer les performances. Concevoir pour la chaîne de production qui existera réellement en 1942 et non pour celle qui n'existe que sur le papier. L'affût qu'il choisit dérive du ZIS-2, un canon anti-char de 57 mm que l'usine numéro 92 produit déjà en petite quantité. L'affût du ZIS-2 est léger, robuste et déjà en production, ce qui signifie que l'outillage existe et que les ouvriers le connaissent.
En associant le tube et le groupe de culasse du F-22 USV à un affût de ZIS-2 modifié, Grabin réalise quelque chose que les commissions de conception de la direction principale de l'artillerie n'ont pas réussi à obtenir. Une arme qui répond aux spécifications tactiques existantes, tout en pouvant être fabriquée en environ 500 heures machine, soit approximativement la moitié du temps nécessaire à la fabrication de l'arme qu'elle remplacera. Il l'appelle ZIS-3, pour Zavod Imeni Stalina, usine nommée d'après Staline, numéro 3. Ce qui se produit ensuite constitue la partie de l'histoire que les récits officiels soviétiques traiteront avec prudence pendant des décennies. Grabin ne soumet pas son projet selon les procédures normales. Il n'attend pas l'approbation de la direction principale de l'artillerie. Il ne réunit pas de commission et ne demande pas de calendrier d'essai. À la place, à l'automne de 1941, alors que les forces allemandes approchent de Moscou et que l'ensemble de l'État soviétique se trouve dans une situation qui ne peut être décrite que comme une désintégration contrôlée, il commence tout simplement à fabriquer le canon. Il détourne des matériaux. Il affecte des ouvriers. Il construit le prototype. Il construit plusieurs prototypes. Puis, dans une démarche qui, dans d'autres circonstances, aurait mis fin à sa carrière et peut-être à sa vie, il présente à la direction de l'artillerie et, en fin de compte, à Staline lui-même, un fait accompli. Non pas une proposition d'arme, mais une arme, pleinement fonctionnelle, prête pour les essais et déjà éprouvée dans la cour de l'usine. Les essais ont lieu durant l'hiver, allant de 1941 à 1942. Selon certains témoignages, Grabin assiste personnellement à chaque journée du programme d'essai, se tenant à la position de tir par des températures descendant au-dessous de -20 degrés Celsius, observant les performances du canon contre des cibles situées à des distances allant de 200 à 1500 mètres. Les ZIS-3 réussit tous les essais. Il réussit l'essai par temps froid, parce que Grabin a conçu le mécanisme de recul pour fonctionner à des températures que les canons existants ne peuvent supporter. Il réussit l'essai de mobilité, parce qu'avec 1150 kg, il est suffisamment léger pour être déplacé manuellement par son équipage sans assistance mécanique. Il réussit l'essai de précision, parce que les caractéristiques balistiques sont inchangées par rapport au F-22 USV et que la stabilité de l'affût en position de tir est supérieure. Et il réussit, de manière particulièrement décisive, l'essai de pénétration contre le blindage des chars allemands Panzer III et Panzer IV, qui constitue alors l'ossature des forces blindées de la Wehrmacht et que les armes antichars soviétiques existantes peinent déjà à détruire de manière fiable aux distances de combat. Staline approuve la production du ZIS-3 en février 1942. La désignation officielle est canon divisionnaire de 76 mm, modèle 1942. La production à l'usine numéro 92 commence immédiatement, et les chiffres de fabrication qui suivent sont stupéfiants selon les normes de toute nation industrielle qui n'est pas l'Union soviétique en guerre. En 1942, l'usine produit environ 10 000 canons. En 1943, elle en produit près de 14 000. À la fin de la guerre, la production totale dépasse 103 000 exemplaires, un chiffre qui représente non seulement un volume de fabrication, mais également le triomphe de l'intuition fondamentale de Grabin, qu'une arme optimisée pour la production est, dans les conditions d'une guerre industrielle totale, plus précieuse qu'une arme optimisée pour les performances, à condition qu'elle soit suffisamment performante. Le canon atteint le front au printemps et au début de l'été de 1942. Et ce qui s'y produit exige une certaine compréhension de ce que la doctrine soviétique de l'artillerie tente de devenir depuis la catastrophe de 1941. La philosophie de l'artillerie de l'armée rouge avant la guerre était sophistiquée sur le papier et chaotique dans la pratique. Le cadre théorique, développé par Mikhail Tukhachevsky et son cercle d'intellectuels militaires avant que Staline n'en fasse fusiller la plupart, préconisait l'intégration profonde de l'artillerie avec les forces blindées et motorisées, le contrôle centralisé du tir au niveau opérationnel et les concentrations massives de pièces au point décisif. La réalité en 1941 était l'exact contraire. L'artillerie était dispersée, décentralisée, utilisée par petits détachements pour soutenir des actions d'infanterie locale, commandée par des officiers promus pour combler les vides laissés par les purges et qui, dans de nombreux cas, ne possédaient pas l'expérience nécessaire pour employer leurs canons à des distances dépassant l'observation directe.
Ce que le ZIS-3 trouve en arrivant au combat est une guerre qui a déjà commencé à imposer une pédagogie brutale aux survivants. Les officiers qui ont survécu à 1941 et à la première moitié de 1942 ne sont plus les mêmes que ceux qui avaient commencé ces campagnes. Ils ont appris, au prix de centaines de milliers de vies, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les conditions particulières du front de l'Est. Et ce qu'ils ont appris, c'est que le canon de campagne, le canon anti-char, le canon en soutien direct de l'infanterie, est l'arme décisive de cette guerre, davantage que le char, davantage que l'avion, et plus certainement encore que le fusil. L'entrée en service du ZIS-3 coïncide avec et contribue de manière significative à une évolution des pratiques tactiques soviétiques que les rapports allemands d'après-action de 1942 et de 1943 consignent avec une inquiétude croissante. Alors que les défenses anti-chars soviétiques de 1941 étaient largement passives, des canons enterrés dans des positions fixes attendant l'approche des chars, la nouvelle doctrine qui se développe autour du ZIS-3 est fondamentalement mobile. Le faible poids du canon et la faible largeur de son affût replié permettent de le repositionner rapidement, même sous le feu. Les équipages apprennent à se déplacer après chaque troisième ou quatrième tir, à préparer à l'avance des positions de rechange, à utiliser le terrain d'une manière que les canons anti-chars allemands plus lourds ne peuvent pas reproduire. L'affût à flèche écartée, qui permet au canon de pivoter sur un angle total de 60 degrés de chaque côté sans déplacer l'affût, offre à un équipage ayant correctement préparé sa position un secteur de tir considérable. Un seul canon, convenablement installé, peut couvrir un axe d'approche qu'un commandant de blindé allemand pourrait ne pas reconnaître comme une zone mortelle avant que le premier obus ne frappe son véhicule de tête. Les munitions disponibles pour les équipages du ZIS-3 constituent un autre élément de l'efficacité de l'arme qui mérite une attention particulière, car elle ne reste pas immuable. En 1942, le principal obus anti-char est le BR-350A, un projectile perforant coiffé qui, à 500 mètres, frappant une plaque verticale, peut percer 76 mm de blindage trempé. Cela est suffisant contre les Panzer III et Panzer IV tels qu'ils existent en 1941 et au début de 1942, le blindage frontal de la tourelle du Panzer IV est de 50 mm, celui de la caisse également de 50 mm, et aux distances de combat typiques du front de l'Est, un ZIS-3 peut le détruire de manière fiable. Contre le Tiger I, qui commence à apparaître sur le front de l'Est à l'automne de 1942, la situation est plus complexe. Le blindage frontal du Tiger I est constitué de 100 mm de plaques pratiquement verticales. Les concepteurs n'ont pas encore appris à incliner le blindage, une décision qu'ils regretteront. 5 mm dépassent les capacités de pénétration du BR-350A standard à toute distance de combat raisonnable. Les équipages des canons le savent, les commandants de chars le savent. La réponse tactique, des deux côtés, est immédiate et façonne les combats de 1942 et de 1943 d'une manière que les stratèges de salon n'avaient pas envisagée. Pour les équipages soviétiques de ZIS-3 affrontant un Tiger, la solution est une combinaison de patience, de positionnement et de manœuvres de flanc. Le blindage latéral du Tiger est de 80 mm. Son blindage arrière est également de 80 mm. Un obus de ZIS-3 tiré à 300 mètres et frappant le flanc de la caisse d'un Tiger peut percer ce blindage. Le problème tactique consiste à obtenir un tir sur le flanc ou l'arrière, ce qui exige soit d'établir une position que le Tiger dépassera sans la voir, soit de manœuvrer sous le feu pour obtenir un angle de flanc, soit d'attendre que le char se sépare de son soutien d'infanterie pour frapper depuis une direction inattendue. Aucune de ces solutions n'est facile, aucune ne garantit régulièrement la survie de l'équipage du canon, mais elles sont réalisables et les équipages du ZIS-3 les exécutent suffisamment souvent pour que la réputation d'invulnérabilité du Tiger commence, au cours de 1942 et de 1943, à connaître des exceptions. L'arrivée du Panther durant l'été de 1943 pose un problème différent, et la solution apportée au problème du Panther est ce qui consolide la réputation du ZIS-3 et lui vaut le nom que lui donnent les tankistes allemands. Le Panther, le Panzerkampfwagen 5, constitue la réponse allemande au T-34. Il s'agit d'un char moyen selon la désignation allemande, mais d'un char lourd dans tout ce qui compte réellement. Il pèse 44 tonnes, son blindage frontal est de 80 mm incliné à 55 degrés,
ce qui procure une protection effective équivalente à environ 140 mm de blindage vertical. Et son canon principal, le KWK 42L/70 de 75 mm, peut détruire pratiquement tout blindage soviétique qu'il rencontre à des distances atteignant 1500 mètres. Sur le papier, le Panther est un char que le ZIS-3 ne peut pas détruire de face à une distance de combat raisonnable. Le papier ne se trompe pas sur la balistique. Il est simplement incomplet concernant la guerre. Ce qui se produit à Koursk durant l'été de 1943 est l'événement qui définit à la fois la réputation du Panther et la réponse du ZIS-3 à celui-ci. Et il est nécessaire de comprendre l'ampleur de ce que représente Koursk pour saisir pourquoi les performances du canon à cet endroit revêtent une telle importance. Le plan allemand, l'opération Citadelle, prévoit 2 offensives blindées massives venant du nord et du sud afin de couper le saillant de Koursk, d'encercler les forces soviétiques qui s'y trouvent et de les détruire en détail selon la méthode qui avait si catastrophiquement réussi contre les soviétiques en 1941 et 1942. Le plan soviétique, élaboré pendant plusieurs mois grâce à des renseignements provenant de multiples sources, y compris, selon certains témoignages, les décryptages Enigma fournis par les Britanniques, consiste à laisser l'attaque allemande commencer, à l'absorber contre des lignes défensives préparées, puis à contre-attaquer lorsque les forces blindées allemandes auront été épuisées. Les préparatifs défensifs sont les plus importants jamais entrepris par l'armée rouge. 6 lignes défensives s'étendant sur des centaines de kilomètres de profondeur, avec des densités d'artillerie dépassant 300 tubes par kilomètre de front au point critique. Des canons ZIS-3 sont intégrés par milliers dans ce système défensif, enterrés dans des positions défilées, camouflés sous des filets et des branches, avec des objectifs repérés sur chaque axe d'approche, des positions de rechange préparées et des cartes de tir établies pour chaque ligne d'avance probable. Lorsque l'attaque allemande commence le 5 juillet 1943, les Panthers des 2 bataillons de la 10e brigade blindée, premier engagement opérationnel à grande échelle du nouveau char, rencontrent immédiatement des problèmes qui n'ont rien à voir avec le ZIS-3. Les Panthers subissent des pannes mécaniques catastrophiques au cours des 2 premiers jours, perdant près de la moitié de leurs effectifs à cause de défaillances de transmission, d'incendies de moteurs et de ruptures des réducteurs finaux que le calendrier de production accéléré n'a pas permis de résoudre. Au 7 juillet 1943, les historiens estiment qu'à peine 160 des 200 Panthers d'origine sont encore opérationnels, les pertes étant dues aux défauts mécaniques plutôt qu'aux dommages de combat. Mais ce que rencontrent ensuite les Panthers survivants lorsqu'ils progressent vers le sud, en direction de Prokhorovka et vers le nord-ouest depuis le saillant méridional, c'est le ZIS-3 dans son élément. Les équipages soviétiques des canons ont reçu des renseignements détaillés sur le blindage du Panther et sur ses points faibles. Ils savent que la plaque frontale ne peut être percée aux distances normales d'engagement. Ils ont reçu des instructions formulées de la manière la plus claire possible. Il faut éviter l'engagement d'un Panther de face, et la solution contre un Panther réside dans le tir de flanc, le tir arrière, la couronne de tourelle, le train de roulement. Les équipages des canons de la 5e armée de chars de la garde et des régiments d'artillerie anti-chars du front de Voronej s'entraînent à ces engagements depuis des semaines, en utilisant des véhicules allemands capturés et des maquettes en bois réalisées aux dimensions exactes. Ils savent précisément que le blindage latéral du Panther, 60 mm avec une légère inclinaison, peut être percé par le projectile BR-350B du ZIS-3 à des distances atteignant 800 mètres et que le train de roulement, les chenilles, les galets de roulement, les transmissions finales, déjà affaiblies par des défauts mécaniques, peuvent être endommagées par des impacts proches qui seraient insignifiants contre un blindage latéral plus épais. Ce que les équipages allemands de chars découvrent, dans les goulets d'étranglement, les ravins et les champs de tournesol du saillant de Koursk, c'est que le ZIS-3 est partout. Il se trouve derrière le mur. Il se trouve dans le ravin sur la droite. Il se trouve dans la ferme qui ne ressemblait pas à une ferme. Il tire, et si le premier obus ne détruit pas le char, il se déplace avant que le char puisse le localiser. Puis il tire de nouveau depuis une position située 50 mètres plus loin. Le puissant canon du Panther est terriblement efficace contre les T-34 et les T-70 soviétiques à des distances où les canons soviétiques ne peuvent pas percer le blindage frontal du Panther. Mais la bataille ne se déroule pas à ces distances, ni dans ces conditions. La bataille se déroule sur un terrain que les ingénieurs soviétiques ont passé des mois à préparer, dans des positions couvrant chaque axe d'approche, dans un système défensif si profond
que la percée d'une ligne expose simplement une colonne attaquante à la suivante. Et le ZIS-3, mobile, bar, rapide, servi par des hommes qui pratiquent ce combat depuis 1 an et demi et le comprennent d'une manière qu'aucun terrain d'entraînement ne peut enseigner, constitue l'instrument de cette défense. Les rapports d'après-action rédigés par les équipages blindés de la Wehrmacht, après Kursk, méritent une lecture attentive, car ils tentent de décrire quelque chose qui dépasse le cadre de référence qu'utilisent ces équipages. Le Panther est censé être supérieur, son blindage est supérieur, son canon est supérieur, son optique est supérieure. Et pourtant, il est détruit par un canon qui est censé être incapable de le détruire. La réponse réside dans les détails de la géométrie des engagements, dans l'expérience tactique accumulée par les équipages du ZIS-3, dans la préparation spécifique du terrain. Mais les équipages allemands, écrivant après une bataille qu'ils ont perdue, recherchent une explication plus simple. Le canon est trop performant. Le canon est partout. Le canon détruit des choses qu'il ne devrait pas pouvoir détruire. Tear killer, écrivent certains d'entre eux. Tueur de bêtes. Le nom apparaît à un moment précis que les historiens ne peuvent pas dater avec exactitude, car il n'est forgé dans aucun document unique. Il se forme progressivement à partir d'une douzaine de rapports d'après-action, de conversations entre équipages de chars dans les dépôts de maintenance, du langage particulier d'hommes confrontés assez souvent à une menace pour qu'elle acquiert une personnalité. Le Tiger est la propre bête de l'armée allemande, le prédateur suprême du monde des blindés, et le canon qui le détruit, non pas systématiquement, non pas facilement, mais suffisamment souvent pour compter, devient le tueur de bêtes. Que le ZIS-3 détruise également des Panthers, des Panzer IV, des Panzer III, des semi-chenillés, des tracteurs d'artillerie, de l'infanterie à découvert, des points d'appui, des nids de mitrailleuses, et tout ce qu'un canon divisionnaire de campagne est appelé à détruire est presque secondaire. Le nom demeure parce que le char est le symbole de la puissance blindée allemande et que le canon le détruit, et dans une guerre définie par les blindés, cela suffit. Le bilan opérationnel du ZIS-3 pendant l'année 1943 et jusqu'en 1944 est indissociable de la transformation de l'artillerie soviétique qui se déroule simultanément. À l'été de 1943, l'artillerie de l'armée rouge a été réorganisée en un système de centralisation et de concentration qui ne ressemble en rien à l'artillerie dispersée et fragmentée de 1941. Corps d'artillerie, division d'artillerie de rupture. Ces formations concentrent des milliers de canons au point décisif et délivrent des feux d'une densité que les positions défensives allemandes ne peuvent supporter. Le ZIS-3 existe à plusieurs niveaux au sein de ce système. Il est le canon divisionnaire, l'arme standard du régiment d'artillerie de la division de fusiliers, présente dans chaque formation. Il est le canon anti-char des brigades anti-chars, qui constitue la réserve mobile derrière chaque secteur du front. Et il est l'arme d'appui direct qui accompagne l'infanterie d'assaut, placée dans des positions lui permettant d'engager les positions de mitrailleuses allemandes, les bâtiments fortifiés et les véhicules blindés légers à bout portant. Les hommes qui le servent sont aussi importants pour cette histoire que l'arme elle-même, bien qu'il soit plus difficile à retrouver dans les archives historiques. Les archives soviétiques de l'artillerie de la période intermédiaire de la guerre sont détaillées en ce qui concerne les unités, le matériel, la consommation de munitions et les destructions de chars attribuées à des batteries particulières. Mais elles demeurent souvent silencieuses au sujet des individus qui composaient ces batteries. Ce qui subsiste, ce sont des fragments. Une citation ici. Des mémoires d'après-guerre là. Un article de journal régional publié en 1965. Et à partir de ces fragments, certaines réalités deviennent claires quant à ce que signifie servir un ZIS-3 au combat. Un équipage de ZIS-3 se compose généralement de 6 hommes, un chef de pièce, un pointeur, un chargeur, 2 pourvoyeurs de munitions et un conducteur pour le véhicule de remorquage. Le chef de pièce est responsable du choix de la position, du calcul de l'engagement et de la direction du tir. Le pointeur est l'homme placé derrière la lunette de visée, qui oriente le canon, règle l'élévation et déclenche le mécanisme de tir, une tâche qui exige une maîtrise absolue sous le feu, car l'instant compris entre l'acquisition de la cible et le départ du coup est également celui où l'ennemi cherche le panache de bouche du canon. Le travail du chargeur repose sur la rapidité mécanique. La culasse semi-automatique du ZIS-3 éjecte l'étui usé lors du recul, mais quelqu'un doit introduire chaque nouvel obus dans la chambre, et à une cadence de 15 coups par minute,
Les mains du chargeur doivent se mouvoir continuellement sans erreur, car une erreur de chargement peut bloquer la culasse au moment précis où l'équipage a le plus besoin de tirer. Ce que l'équipage endure dans les combats prolongés de 1942, 1943 et 1944 est une existence définie par l'alternance entre des extrêmes d'inaction et de violence. Il existe des heures, parfois des jours, durant lesquels rien ne se produit. Le canon reste dans sa position, camouflé, tandis que l'équipage l'entretient, se repose et attend. Puis les chars arrivent, où le barrage d'artillerie commence, où l'attaque d'infanterie se développe, et la période de violence se condense en quelques minutes, pendant lesquelles tout se déroule plus vite que la pensée, et l'équipage fonctionne ou ne fonctionne pas. Les équipages qui fonctionnent se voient attribuer des destructions de chars, des réductions de points d'appui et des attaques d'infanterie repoussées. Les équipages qui ne fonctionnent pas ne sont pas mentionnés dans les rapports d'après-action, parce que les morts ne rédigent pas de rapport et que les survivants ne peuvent souvent pas expliquer avec précision ce qui s'est produit. La vulnérabilité du canon est celle de son équipage, et elle est bien réelle. Le bouclier de 4 mm, qui protège l'équipage contre les tirs de fusil et les éclats, ne les protège pas contre ce qui détruit réellement les positions de ZIS-3. La mitrailleuse coaxiale d'un char à 300 mètres, l'obus d'artillerie qui tombe à moins de 10 mètres, la bombe de mortier qui s'abat directement dans la position. Les équipages de canons sur le front de l'Est ont une espérance de survie qui varie énormément selon la situation tactique et la période de la guerre, mais les données statistiques ne sont guère encourageantes. Les unités soviétiques d'artillerie anti-chars subissent certains des taux de perte les plus élevés de toutes les armes de l'armée rouge, parce que la nature du combat anti-char place le canon dans une situation où il doit affronter les armes les plus dangereuses de l'ennemi à des distances où celles-ci peuvent riposter. Les combats hivernaux sur le front de l'Est ajoutent un niveau supplémentaire de difficulté qu'il convient de comprendre précisément, car le ZIS-3 n'échappe pas au froid qui caractérise les opérations d'octobre à avril sur la majeure partie du théâtre d'opération. Le mécanisme de recul est hydropneumatique, et Grabin l'a conçu pour fonctionner à des températures descendant jusqu'à environ moins 40 degrés Celsius. Mais fonctionner ne signifie pas fonctionner parfaitement. Et les équipages opérant dans un froid extrême apprennent rapidement que le canon nécessite des procédures d'entretien que le manuel ne décrit pas complètement. L'huile du système de recul doit être vérifiée avant chaque séquence de tir. Le mécanisme de culasse doit être maintenu exempt de glace et de neige susceptibles d'entraver le fonctionnement semi-automatique. Les munitions doivent être stockées de manière à empêcher les différences de température d'affecter les performances de la charge propulsive. Un obus ayant passé 12 heures dans un froid de moins 30 degrés ne se comporte pas, au moment du tir, de la même manière qu'un obus conservé dans un abri enterré. Les équipages expérimentés développent des pratiques informelles afin de gérer ces variables. Des pratiques qui n'existent dans aucun document officiel et qui se transmettent oralement des anciens aux remplaçants. Lorsque l'opération Bagration commence en juin 1944, la vaste offensive soviétique qui détruit le groupe d'armées Centre en l'espace de quelques semaines, l'opération que certains historiens considèrent comme la campagne la plus décisive de toute la guerre en Europe, le ZIS-3 est présent en quantité qui dépasse l'imagination. L'artillerie soviétique, au point principal de la percée, atteint des densités supérieures à 250 canons par kilomètre de front. Le bombardement préparatoire, d'une durée de 3 heures et 20 minutes, consomme des stocks de munitions qui ont nécessité des mois d'accumulation. Lorsque l'infanterie et les blindés soviétiques suivent l'artillerie dans les positions allemandes, ils découvrent des défenseurs qui ont survécu au bombardement dans un état de choc, réduisant la résistance organisée à une série d'actions locales isolées. Et le ZIS-3 avance avec l'infanterie, couvrant la progression, engageant les points d'appui que le bombardement préparatoire n'a pas détruits, protégeant les flancs des colonnes en progression contre les contre-attaques blindées allemandes qui constituent la seule réponse possible à une percée de cette ampleur. Les contre-attaques allemandes lors de l'opération Bagration sont en grande partie vouées à l'échec. Le groupe d'armées Centre a été privé de sa réserve blindée afin d'alimenter les combats dans d'autres secteurs. Et ce qu'il en reste combat avec le courage d'hommes qui comprennent que la situation est irréversible, mais qui se battent malgré tout parce que combattre est ce que font les soldats. Les batteries de ZIS-3 qui affrontent ces contre-attaques opèrent désormais d'une manière entièrement différente de celle des canons de 1941. Elles sont l'instrument d'une armée qui a appris, au prix d'un coût effroyable, tout ce qu'il fallait savoir pour mener cette guerre. Et cet apprentissage se manifeste dans chaque détail tactique.
Les positions correctement choisies, les tables de tir correctement calculées, les positions de rechange préparées, les exercices de déplacement répétés jusqu'à devenir automatiques, les munitions correctement gérées, la communication entre le chef de pièce, le commandant de batterie et le commandant de régiment fonctionnant comme elle est censée fonctionner. Les contre-attaques allemandes se brisent contre ce système de la même manière que les contre-attaques soviétiques de 1941 s'étaient brisées contre les canons antichars allemands, non parce que les soldats individuels sont moins compétents, mais parce que le système qui les soutient a été surpassé. Après l'opération Bagration, la situation stratégique du front de l'Est ne laisse plus place au doute. L'armée rouge atteindra Berlin. La seule question concerne le coût, et le coût humain demeure immense même lorsque la victoire n'est plus incertaine. Le 10-3 poursuit son avance, kilomètre après kilomètre, à travers la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, jusque dans les approches orientales de l'Allemagne elle-même, jusqu'au matin du 8 mai 1945, lorsque les canons encore en service se taisent et le demeurent, et que la guerre en Europe prend fin. Ce que révèle la vie de l'arme après la guerre mérite d'être souligné, car les armes d'une qualité exceptionnelle accumulent avec le temps une documentation qui finit par exprimer ce que les archives de guerre, rédigées dans l'urgence condensée d'une campagne active, ne peuvent entièrement transmettre. Les IS-3 restent en service dans l'armée soviétique durant les années 1950. Il est largement exporté vers la Chine, la Corée du Nord, l'Égypte, la Syrie, le Vietnam et au-delà. Il combat en Corée, dans les guerres israélo-arabes, ainsi que dans des conflits à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. Dans certains cas, il apparaît encore en service actif dans des conflits régionaux jusqu'aux années 1980 et, selon certaines sources, au-delà. Aucun canon ne sert sur autant de théâtres d'opérations pendant autant de décennies sans être véritablement excellent, et la longévité du ZIS-3 constitue le témoignage le plus sincère de ce qu'a accompli la conception de Grabine. Le total de la production, 103 000 canons en 4 années, dans les conditions d'un pays menant simultanément la plus grande guerre terrestre de l'histoire de l'humanité, appartient à une catégorie différente des réalisations humaines que la simple fabrication de matériel militaire. Il représente la décision, prise à l'automne de 1941, de construire le canon qui pouvait être construit plutôt que le canon qui pouvait être imaginé, et de le construire sous l'impulsion d'un homme qui comprenait que la guerre n'attendrait pas la perfection. Les commissions qui contrôlaient l'approvisionnement soviétique en armement n'avaient pas tort de considérer que le ZIS-3 n'était pas autorisé. Elles avaient tort de croire que cela importait, et Grabine avait raison de penser que cela n'avait aucune importance, et l'histoire qui suivit lui donna raison de la manière la plus complète possible, non par l'approbation de ses supérieurs, mais par le canon lui-même, installé dans sa position camouflée, au milieu de la poussière, du froid et de la fumée du front de l'Est tyran. Les tankistes allemands qui forgèrent son surnom ne l'entendaient pas comme un compliment au sens habituel du terme. Ils cherchaient à décrire une menace qui dépassait les paramètres qu'on leur avait donnés, un canon dont les performances allaient au-delà de ce que les spécifications techniques publiées laissaient supposer. Mais le langage emprunté aux équipages de chars allemands possède sa propre précision. Ils savaient ce qu'était une bête. Ils se trouvaient à l'intérieur de l'une d'elles, et ce qui la détruisait, encore et encore, dans les steppes au nord de Koursk, lors de la percée depuis la Vistule et aux portes de Varsovie, n'était ni un canon plus lourd, ni un canon plus sophistiqué, ni le produit d'ingénieurs supérieurs ou d'une métallurgie plus avancée. C'était un canon qui pesait 1150 kg et qui pouvait être soulevé au-dessus d'un fossé par 4 hommes et tiré 15 coups par minute par un froid de moins 40 degrés Celsius grâce à un équipage qui avait appris à le faire au prix de l'éducation la plus dure possible. Le tueur de bêtes, le ZIS-3. Le canon qui fut construit parce qu'il n'y avait pas le temps de ne pas le construire et qui se révéla, dans les conditions les plus exigeantes possibles, exactement assez performant pour l'emporter. Si cette histoire vous a marqué, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Nous découvrons chaque jour ces histoires oubliées. La véritable question que laisse ouverte le ZIS-3 est celle que les ingénieurs des deux camps débattaient déjà en temps réel et que les historiens discutent encore. L'avantage résidait-il dans le blindage ou dans le canon capable de le vaincre? Et la réponse change-t-elle entièrement notre compréhension de ce qui s'est passé sur le front de l'Est? La guerre aurait-elle pu se terminer différemment si les problèmes mécaniques du Panther
avait été résolu à temps pour Koursk. Et regardez cette prochaine vidéo. Vous n'allez pas croire ce que ces hommes ont accompli.